7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Xavier Aimant. Bonjour à vous. Bon, je rappelle que vous êtes écrivain, rédacteur en chef de Livre Arbitre et chroniqueur pour la revue Éléments. Et donc avant d'attaquer notre vue de haut, vous aviez une petite annonce à nous faire. Oui, je vous remercie. Je voulais annoncer aux auditeurs de Radio Courtoisie la tenue de la soirée, de la nouvelle soirée Livre Arbitre, donc une soirée littéraire qui a lieu pour la sortie de chaque nouveau numéro de la revue. Là, c'est le numéro 46 de la nouvelle série de Livre Arbitre va sortir, un numéro consacré notamment assez largement à la figure de Raymond Abellio. Et donc, comme à chaque fois, nous organisons une soirée qui est une soirée apéritif et dédicace, donc l'occasion de rencontrer à la fois les collaborateurs de la revue et également des auteurs, soit qui ont été évoqués dans la revue, soit qui ont participé à celle-ci. Cette fois-ci, donc pour ce numéro 46, seront notamment présents le cinéaste Laurent Firode, Alexis Le Gaillet, que nous avons reçu il n'y a pas très longtemps dans l'émission, également Pierre Le Vigan ou Olivier Molin, qui sont bien connus des auditeurs de Radio Courtoisie. Donc cette soirée littéraire et amicale aura lieu le vendredi 5 juillet 2024 à partir de 20h. C'est au café Regalia, 1 rue de la Convention dans le 15e, et vous pourrez retrouver toutes ces informations sur la soirée comme sur le numéro sur le site de la revue qui est www.livrearbitre.com. Eh bien, merci beaucoup Xavier Aimant. Chers auditeurs, on vous incite à vous rendre à cette soirée dédicace qui promet d'être passionnante et puis fort sympathique, ma foi. Tout de suite, c'est l'heure de votre vue de haut. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. En mai 2019, l'essayiste Michel Onfray publiait aux éditions Robert Laffont Théorie de la dictature. Il y dégage 7 grands axes qui permettent de considérer un État comme totalitaire: la destruction de la liberté, l'appauvrissement de la langue, l'abolition de la vérité, la suppression de l'histoire, la négation de la nature, la propagation de la haine et l'aspiration à l'empire. En vue du climat d'hypertension qui règne notamment depuis la crise des Gilets jaunes, des émeutes dans les cités ou encore des manifestations violentes de l'extrême gauche, devons-nous craindre des soulèvements populaires en France ? Est-ce que le climat actuel des choses est propice à une révolution ? Finalement, peut-on craindre ou espérer une révolte au lendemain des législatives ? Sujet tout aussi passionnant que sensible, nous recevons autour de cette table ronde donc Xavier Aimant que vous venez d'entendre à l'instant, Frédéric Sinclair, politologue, analyste en stratégie et en communication politique, avec qui nous avons également pu faire notre table ronde il y a quelques minutes. Donc je le rappelle aussi qu'il est ancien chargé de mission auprès du Premier ministre Dominique de Villepin et auteur de plusieurs ouvrages dont La droite face à l'islam et tout récemment L'extrême droite expliquée à Marie Chantal. Et puis également avec moi pour mener cet entretien, Augustin Madelin. Bonjour à tous. Bonjour Lise. Alors, appel à la mobilisation, à la désobéissance civile par la CGT, plus aucune crainte de l'autorité de l'État, hausse de la criminalité, élections législatives à la veille des Jeux Olympiques, insécurité grandissante, ras-le-bol général. La litanie est longue, le climat est particulièrement chaud et tendu. Il ne fait aucun doute sur le fait que de très nombreuses manifestations, peu importe le camp des vainqueurs aux élections législatives, se feront dans la capitale et dans les grandes villes. Est-ce qu'il y aurait un risque de soulèvement en France ? Et je vais commencer par vous, Frédéric Sinclair. Écoutez, les mots nécessitent d'être précis. Les soulèvements, les manifestations, les émeutes, les révoltes et les révolutions ne sont pas du même ordre. Donc, à certains qualificatifs, je pourrais répondre oui, à d'autres, je répondrais non. Enfin, en tout cas, à un, en ce qui concerne la révolution, c'est un peu plus structuré politiquement, la révolution. Et on a vu, par exemple, pendant le mouvement des Gilets jaunes, on peut avoir des mouvements extrêmement massifs, très populaires, infiltrés par des groupes très politisés, c'était le cas on appelle les Black Blocs, et pourtant, une incapacité du mouvement dans sa globalité à se politiser, c'est-à-dire à faire émerger des représentants politiques capables de prendre le pouvoir. J'explique dans mon livre, L'extrême droite, expliqué à Marie Chantal, que une des caractéristiques des Gilets jaunes, c'est de ne pas avoir réussi à même effleurer la question de la prise du pouvoir.
Il y a un CRS qui explique que pendant les 2 journées qui ont été les plus chaudes, 1er et 8 décembre 2017, le mouvement, en réalité, est au bord de l'Élysée. C'est-à-dire que ça commence à 4 heures du matin, ça pousse de plus en plus fort. Les CRS disent on n'a jamais vu ça. Et à 17 heures, ils disent il y avait une telle pression, il y avait tellement peu de CRS pour maintenir le cordon que si jamais ils poussaient, ils rentraient. Et c'est pour ça que le samedi suivant, une exfiltration possible du président de la République avait été envisagée avec un hélicoptère sur le toit de l'Élysée. Et donc, il y avait dans ces 2 journées-là, entre les deux d'ailleurs, Emmanuel Macron s'était fait courser, je ne sais pas si vous vous rappelez, au Puy-en-Velay. Il avait fait une visite d'une préfecture qui avait brûlé, il était parti en voiture, les manifestants avaient couru derrière la voiture. Donc il y avait une tension qui était telle qu'on aurait pu penser qu'effectivement il allait se passer quelque chose, et en fait il ne se passe rien. Et il ne se passe rien, pas parce que le mouvement n'est pas assez puissant. On a vu l'assemblée de Guignol qui a pris d'assaut le Capitole aux États-Unis, des chapeaux à plumes, enfin je veux dire, c'était du grand n'importe quoi. Ils ont pissé derrière les rideaux, ils ont renversé les photocopieuses, ils n'ont rien fait du pouvoir non plus. En fait, pour prendre le pouvoir, il faut Trotsky, pour reprendre la grande révolution de 17, c'est-à-dire il ne faut pas seulement un chef révolutionnaire comme Lénine, il faut un stratège de l'insurrection et de la prise du pouvoir, c'est-à-dire du coup d'État. Et aujourd'hui, les masses en ont ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol. Quand je dis les masses, c'est vraiment le peuple en a ras-le-bol de ce qui est en train de se passer, de voir le pays s'effondrer et de voir les contraintes qui pèsent sur lui. Et ce n'est pas pour autant qu'il est capable de se ranger derrière un leader qui, lui, va prendre le pouvoir par la force. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que l'essentiel des émeutes qui sont produites dans notre pays sont quand même produites par des délinquants. C'est-à-dire que les émeutes de banlieue, par exemple, où on nous fait croire que c'est des braves gens déclassés, la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. C'est des gens qui sont en lutte contre la France et qui ont à chaque fois une occasion de montrer leur volonté de séparatisme par rapport à la République. Et ces personnes-là n'ont pas les moyens physiques de prendre le pouvoir, c'est-à-dire d'organiser une révolution, parce que là, ce n'est pas contre les autres Français, c'est-à-dire on ne sera pas en situation de guerre civile comme le prétend naïvement Emmanuel Macron, on sera en situation d'oppression de l'appareil d'État sur des populations. C'est-à-dire que si la police n'est plus capable de rétablir l'ordre, à ce moment-là, ça devra être l'armée qui le fera. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'armée dit on considère ces populations-là comme étant presque l'ennemi, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'elles sont en train de nous déborder et de menacer les institutions républicaines. Je crois, très honnêtement, qu'on en est assez loin. Donc, j'aurais tendance à dire aux responsables politiques et aux premiers d'entre eux, calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. Ça va, ok, ça va. Donc, calmez-vous, arrêtez avec vos délires, parce que vous êtes en train de mettre de l'huile sur le feu là où il n'y a que quelques braises. Donc, laissez les choses un peu tranquilles. Vous parlez de l'incapacité du peuple français à se fédérer justement autour d'une figure forte. Est-ce que c'est parce qu'il nous manque cette figure forte, ou bien est-ce que c'est parce que c'est dans l'ADN du peuple français de se déchirer et finalement d'échouer lorsqu'il s'agit de faire union? Je crois que on va commencer par le peuple. Je crois que le peuple est capable de reconnaître les figures quand elles se présentent, parfois pas tout de suite, mais petit à petit, il y vient. Et un des exemples les plus récents, c'est De Gaulle quand même. Il est capable de le reconnaître pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il est aussi capable de le reconnaître au moment de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que là, il y a encore une fois un coup d'État qui se met en place. C'est l'armée qui fait pression sur le gouvernement Fimelin et sur le président Coty pour que De Gaulle soit rappelé, que lui soient donnés les pleins pouvoirs. Et donc, à ce moment-là, la population française arrive à fédérer derrière De Gaulle. J'ai tendance à croire qu'aujourd'hui, si nous étions dans une situation de guerre civile réelle, pas fantasmée, à ce moment-là, le peuple français, qui est un peuple très politique, ferait la même chose. Non, je pense qu'en vérité, c'est la situation qui fait qu'on est plutôt dans ces configurations très, très horizontales. Et puis ensuite, la crise de la démocratie, vous l'avez mentionné, c'est votre deuxième question. Effectivement, on manque un peu d'incarnation. C'est-à-dire que le dernier exemple, et peut-être le meilleur en date, c'est l'épopée Zemmour. Voilà, Éric Zemmour, qui était un chroniqueur adulé des téléspectateurs
se présente pour les élections présidentielles. En septembre, alors qu'il n'a toujours pas annoncé sa candidature, il est très haut dans les sondages, plus de 18%, et il va commencer à s'effondrer bien avant ce qu'on dit. Alors, il y a une petite musique qui tourne, hein, que ce serait la guerre en Ukraine qui aurait tué Zemmour. En février, je peux vous montrer un sondage à l'appui que c'est faux, qu'en réalité, c'est dès le mois de décembre que la baisse commence à s'amorcer. C'est exactement ce qui s'était passé, d'ailleurs, aussi pour François Fillon, la fois d'avant, en 2016. Mais voilà, il y a une déception assez rapide, c'est-à-dire que incarner la figure du sauveur, c'est pas si facile que ça en régime démocratique. Vous voyez, c'est-à-dire prendre le pouvoir comme l'a fait De Gaulle par la force. Quand on est dans une situation de guerre civile, et c'était le cas avec la guerre d'Algérie, c'était le cas avec Bonaparte, par exemple, pendant la Révolution française, il y a différents moments comme ça dans l'histoire de France. Donc là, c'est quand même un peu plus facile parce que les événements commandent. En régime démocratique, on se retrouve sur un plateau, on discute avec des journalistes, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On en a parlé tout à l'heure aussi par le format des choses. C'est beaucoup plus compliqué d'incarner la figure du sauveur. Et là, il y a peut-être un flou, c'est-à-dire que le déficit des idées dont je parlais précédemment, ce déficit des idées fait que les responsables politiques aujourd'hui sont devenus des techniciens. Et on a du mal à voir émerger une forme de pensée forte qui à la fois répondrait à la crise du capitalisme mondialisé, à la crise de l'insécurité et aussi à l'effondrement de l'Occident, parce qu'on a trop tendance, et c'était le cas hier soir pendant le débat, à focaliser sur les problématiques franco-françaises. La vérité, c'est qu'on est pris dans un retour de flamme de l'ensemble des blocs civilisationnels, le bloc islamique, le bloc chinois, le bloc russe, le bloc africain. On est pris là-dedans et l'Occident s'effondre. Et donc, face à ça, il est extrêmement difficile de voir émerger une personnalité qui aurait une envergure capable de dire aux Français, regardez, voilà, maintenant l'avenir pour le pays, c'est celui-là. Ce changement d'air qu'on vit et qui en vérité est peut-être un peu nouveau, ça fait au moins 150 ans qu'on n'a pas vécu une pareille chose depuis la révolution industrielle. Ce changement d'air qu'on est en train de vivre paralyse un petit peu le processus politique. Xavier Aimant. Oui, je voulais juste revenir sur les premiers propos de Frédéric Sinclair. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur la question de la révolution. Il ne peut pas y avoir de révolution parce que déjà, aucun des camps n'est porteur d'un projet révolutionnaire. Je suis un peu moins d'accord sur la question de la guerre civile. Alors même si la guerre civile, évidemment, le mot est sans doute un peu trop fort, j'ai l'impression qu'on est arrivé quand même aujourd'hui à un degré d'antagonisme entre deux France qui est qu'on a rarement vu aussi marqué et aussi violent. J'ai l'impression qu'on a à l'heure actuelle quand même, bon si on exclut on va dire le centre qui est en voie de disparition d'ailleurs, on a vraiment une radicalisation des positions des uns et des autres et on a l'impression qu'on assiste aujourd'hui à l'affrontement de deux France qui ne se comprennent plus, qui ne se parlent plus, et je dirais même plus, qui se détestent et qui ont une certaine envie, entre guillemets, d'en découdre. On a pu voir sur les réseaux sociaux, notamment, des images, bon, peut-être anecdotiques, mais quand même... qui sont à mon avis significatives notamment d'individus, en l'occurrence souvent issus de l'immigration, qui insultaient au hasard des gens dans le métro ou en terrasse des cafés en leur reprochant d'avoir voté pour le Rassemblement national. Bon, ceci dit, je suis pas sûr que ce soit une bonne méthode pour lutter contre ce vote, mais enfin bon, en tout cas, ça montre une certaine agressivité. Et de l'autre côté, on a pu voir également, par exemple, des candidats du nouveau Front populaire reçus de façon, on va dire, assez hostile, notamment à Hénin-Beaumont. Moi, j'ai l'impression qu'on a quand même des tensions très fortes qui pourraient, justement, puisque les uns et les autres jouent quand même un peu avec le feu, qui pourraient aboutir, sinon à un conflit général, à des heurts assez violents entre les partis. Frédéric Sinclair, est-ce que vous rejoignez cette analyse de Xavier Aimant ? Oui, en partie, oui, le distinguo, en fait, est important. Effectivement, ça ne serait pas, à proprement parler, une situation de guerre civile, même si on s'en rapproche, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que pour moi, les ferments de la guerre civile sont là. Quand on parle de deux peuples, voilà. Alors là-dessus, j'ai toujours de grandes réserves, parce qu'en réalité, il y a des fractures qui traversent les groupes. Donc, j'aime bien parler de diaspora. Effectivement, aujourd'hui,
il y a une présence massive des diasporas qui sont porteuses de projets politiques qui ne sont pas les leurs. J'ai tendance à dire que on pense que les personnes qui vivent en France viennent avec leur culture. En vérité, c'est la culture qui porte ces gens-là. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez une diaspora, prenons la diaspora islamique aujourd'hui, qui est celle qui fait le plus parler, cette diaspora islamique, elle ne pense pas par elle-même. D'ailleurs, elle ne pense rien. Elle pense qu'on lui dit de penser. Et qui lui dit de penser quoi ? Eh bien, les centres spirituels qui sont à l'étranger. C'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure l'importance de la géopolitique. C'est-à-dire qu'en vérité, ces centres spirituels qui sont situés soit pour certains, peut-être les moins influents, mais quand même au Maghreb, et puis les plus influents au Moyen-Orient, ces centres spirituels disent à ces diasporas comment elles doivent se comporter et ce qu'elles doivent penser. Et l'importation massive, brûlante du conflit entre Gaza et Israël en est probablement la preuve. Donc, est-ce que ces diasporas sont capables de se réveiller et de créer du dégât ? Aujourd'hui, socialement, oui. En France, on en a l'exemple, j'allais dire, tous les jours. Là où je mets un bémol par rapport à ce qui est une guerre civile, c'est que la guerre civile, il y a un moment où les Français se réveillent, prennent les armes et tirent. Voilà. C'est-à-dire qu'eux aussi se vengent. Ce moment, ça arrive quand ? En fait, Michel Foucault, le philosophe, analyse dans un de ses cours au Collège de France en 1973, si ma mémoire est bonne, il analyse le principe de déliquescence de la République. Il fait une petite analyse de Hobbes et de Weber, et il explique qu'en fait, à partir du moment où la République n'est plus capable d'assurer la sécurité des citoyens, le contrat social est rompu, la République est dissoute, et à ce moment-là, on arrive à la guerre civile. Et donc aujourd'hui, on voit bien que ce processus de dissolution, d'affaissement, d'affaiblissement de la République qui n'est plus capable de protéger ses citoyens, regardez l'exemple du lycée Maurice Ravel à Paris, où la classe politique, contrairement à Samuel Paty, et la hiérarchie s'est mobilisée derrière le principal pour dire oui face à de jeunes filles voilées, vous avez raison, etc., etc. Eh bien, elle n'a pas pu empêcher la démission du principal qui dit je suis menacé, je suis en danger, donc je démissionne. C'est-à-dire que la République aujourd'hui est impuissante. Et c'est en ça que je rejoins ce qui a été dit. Effectivement, les ferments de la dissolution de la République sont là. On voit, et on le voit encore mieux à Mayotte. À Mayotte, c'est fantastique. Les juges prennent position contre le ministre de l'Intérieur pour l'État des Comores, de manière à ce que l'invasion se poursuive. On est pieds-poings liés, la population est prise en otage, et pourtant, elle ne se rebelle pas. Et donc là, vous voyez l'attachement au contrat social des Français d'outre-mer comme des Français de métropole. Ils disent « vous devez nous sauver ». Et donc c'est pour ça que je crois qu'on n'est pas encore en situation de guerre civile. En revanche, on est en situation de voter pour un pouvoir qui va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qu'ils croient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en réalité, le pouvoir pense aujourd'hui politique. Il ne peut pas aller très loin et que les Français ne le suivraient pas si jamais il y avait exercice de cette violence dite légitime. Et je crois à l'inverse, que pour rétablir l'ordre, les Français sont prêts à aller vraiment loin, sauf que il va véritablement falloir cibler correctement l'ennemi. Pas comme dans les Gilets jaunes, où on éborgne les braves gens et où on laisse les Black Blocs filer. Il y a un grand risque. Augustin Madelin. Alors, un changement de régime ne se fait pas forcément avec une révolution, mais elle naît d'une crise. Et la Ve République, comme toutes les républiques, est née d'une crise, celle de la guerre d'Algérie. Et quand on sait, par exemple, que le programme 2022 de Jean-Luc Mélenchon était la 6e République, est-ce que la crise institutionnelle et politique que nous vivons mérite un changement de régime ? C'est ma question. Alors, j'aurais tendance à vous dire oui. Tout dépend, encore une fois, qu'est-ce qu'on cache derrière le changement de régime. C'est-à-dire que le problème avec les régimes, c'est qu'en vérité, il y a trois types d'Aristote de régime, la monarchie, l'aristocratie et la politéia, qu'on appelle aujourd'hui la démocratie, même si lui pensait que la démocratie c'était le modèle corrompu de la politéia, mais le gouvernement constitutionnel. Et un changement de régime, c'est ça que ça veut dire. Machiavel dit, au bout d'un moment, les faiblesses de l'aristocratie vont conduire le peuple à se réveiller et à demander une démocratie, et de la même façon, la faiblesse de la démocratie va ramener soit une monarchie, soit une aristocratie. Donc, si c'est ça
le sens de votre question, la réponse est non. Je pense qu'on va rester en République et en démocratie. Les Français n'en veulent pas. De Gaulle l'a soldé au moment où il s'est posé la question en fait, du rétablissement d'une monarchie en France. Les gens ne le savent pas trop, mais il y a eu des échanges épistolaires entre lui et le comte de Paris pour savoir est-ce que, éventuellement, il pourrait revenir sur le devant de la scène et puis réinstaurer une monarchie. C'est une question qui est tout à fait légitime, qu'on pourrait et qu'on devrait probablement se poser. Et à ce moment-là, on pourrait réfléchir à un changement éventuel de régime. Je pense que les Français aujourd'hui, ils sont majoritairement opposés, ils sont attachés aujourd'hui à leur République, et disons dans leur globalité, et donc on n'est pas prêt à ça. En revanche, s'il s'agit d'un changement de constitution, et si votre question changement de régime, c'est dans le sens changement de constitution, il va falloir la changer parce que de toute façon, elle est épuisée, cette constitution-là. Donc soit on revient à une constitution type début de la Ve République, c'est-à-dire où on rend un véritable pouvoir fort au pouvoir exécutif, où on repense la place du Parlement, qui a en vérité été quand même un peu fragile aujourd'hui. Globalement, il n'a pas le pouvoir suffisant pour exercer ce qu'il devrait être en charge d'exercer. C'est-à-dire que face au pouvoir exécutif, on a vu la facilité avec laquelle un Emmanuel Macron utilise le 49.3 pour enjamber le Parlement et fragilise la démocratie. Et puis on a vu à l'inverse la difficulté d'utiliser le 49.2, c'est-à-dire la motion de censure, pour renverser un gouvernement en l'absence de majorité absolue. Donc fondamentalement, il y a un équilibre des pouvoirs qui est à repenser, et puis surtout la situation d'exception qui n'est jamais pensée. On est toujours en situation d'exception, nécessité d'utiliser la force. On ne peut pas l'utiliser parce qu'on est prisonnier. Et puis le dernier point, et j'en terminerai par là, il faudrait aussi repenser notre rapport au droit international et au droit européen. Vous avez vu qu'on est prisonnier de ce droit européen, que bien souvent l'impuissance française est une impuissance européenne qui s'est imposée à la France, et ce fameux article 55, si ma mémoire est bonne, de la Constitution française, qui nous dit que le droit français doit se soumettre au droit européen. Alors je n'ai pas les termes exacts, mais l'esprit est là. Il faut un changement de constitution si on veut retrouver une forme de souveraineté populaire qui a été complètement diluée, une forme de puissance de l'exécutif et une forme de la majestas. Les Romains, en fait, avaient deux concepts du pouvoir. Ils avaient l'imperium qui était accordé à un dirigeant, c'est les pleins pouvoirs de Gaulle, par exemple, pour régler une seule question, le tumultus, la guerre civile, le chaos, la révolution. Et puis il y a la majestas du peuple qui est au-dessus de toute chose. Cette majestas du peuple, c'est-à-dire cette représentativité du peuple, il faut la rendre au Parlement. Il va falloir repenser la justice, parce que la justice aujourd'hui a tout pouvoir. Il va falloir rééquilibrer le rapport de pouvoir entre justice et politique, c'est Montesquieu. Bref, il y a besoin d'un changement. Si c'est la 6e République à laquelle vous pensez, c'est-à-dire celle de Mélenchon, elle continuerait d'assurer la déliquescence de l'État. La France disparaîtrait dans une 6e République comme celle-là. On retrouve nos invités dans un instant. Tout de suite, il est 9h02 et c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Danaïa Le Guével. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Xavier Aimant, je me tourne vers vous. Est-ce que vous voulez commencer peut-être par réagir à ce que vient de dire Frédéric Sinclair ? J'avais surtout une question un peu complémentaire, puisqu'on a parlé on a beaucoup parlé entre des possibilités de difficultés, d'émeutes, etc. Mais il y a aussi une autre question qui se pose, c'est quelle sera la position d'Emmanuel Macron. Certains évoquent la possibilité d'une tentative de coup de force du président Macron, une sorte de coup d'État, d'un appel à l'article 16 pour obtenir les pleins pouvoirs en cas de blocage de la situation. Est-ce que, Frédéric Sinclair, ça vous paraît un scénario crédible, voire plausible ? J'aurais tendance à vous répondre non. Premièrement, pas parce qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas faire germer dans sa tête ce genre d'idée, parce qu'il en est bien capable, mais principalement parce que les constitutionnalistes qui l'entourent vont lui dire que ça serait une trahison de l'esprit de cet article 16. En vérité, c'est à partir du moment où une menace intérieure ou extérieure, mais d'ordre non institutionnel, plane sur la France et qui risque de mettre en danger la continuité du fonctionnement de l'État, qu'on peut utiliser cet article-là. Mais en l'espèce, s'il imagine pouvoir tordre le bras des institutions de manière à s'arroger un pouvoir absolu et gouverner
sans le Parlement, même un Parlement avec une majorité introuvable pendant les années qui viennent, là, il va se risquer à un véritable coup d'État, c'est-à-dire à une collusion entre certaines personnalités politiques et l'armée, de manière à le destituer. Et j'appellerais d'ailleurs à un tel coup d'État si jamais c'était le cas. C'est-à-dire que ça serait, s'il faisait ça, ça serait extrêmement grave. Et on ne serait plus en démocratie. On serait dans une véritable tyrannie, c'est-à-dire un homme seul qui instrumentalise la Constitution, donc dans la pyramide des normes, le texte de droit qui est le plus élevé, pour asservir pas seulement le peuple, mais l'ensemble des institutions. Je crois que personne autour de lui, personne, ne lui conseillerait de faire une chose pareille, et comme c'est un garçon intelligent, je crois qu'il se rendra rapidement aux lumières de ses conseillers. Donc j'aurais tendance à dire, comme pour la Révolution, du calme, ne nous agitons pas trop, pour ne pas laisser germer des choses comme ça dans la tête de certains, parce qu'on pourrait aggraver les choses plutôt que de les améliorer. Mais Emmanuel Todd, lui, pour sa part, considère que la dissolution est déjà une forme de coup d'État. Il dit très exactement, la dissolution de Macron est un quasi-coup d'État, un demi-coup d'État, c'est un acte de guerre contre le peuple. Est-ce que vous partagez cet avis ? C'est intéressant. Todd est quelqu'un que j'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt, même si je partage à peu près rien de ce qu'il dit. Mais c'est toujours intéressant de l'écouter parler. En réalité, Todd est un homme de gauche. C'est important à dire. C'est pas. Moi, j'en viens de l'extrême gauche. Je suis proudhonien, socialiste utopique. Enfin, quand j'ai 18-19 ans, bref, je lis à peu près tout ça avant de dériver vers Carl Schmitt. Mais je comprends ce que c'est que la psychologie d'un homme de gauche qui est très attaché à la fois aux institutions, à la notion de peuple et à la nécessité de ne pas abuser de cette relation de verticalité. Dans le cas qui nous occupe de la dissolution, je vais convoquer dans le raisonnement un historien qui s'appelle Kantorowicz, qu'on connaît bien parce qu'il a théorisé les fameux deux corps du roi. Dans ces deux corps du roi, il y a le corps qui meurt, celui qui est le corps physique, et puis il y a l'autre corps qui est le corps politique. C'est ce que le roi représente dans un système républicain. Emmanuel Macron représente à la fois sa personne physique et puis représente aussi le corps politique de la nation. Quand il dissout, il ne se soucie probablement à 80 ou 90% que du corps physique. Il se soucie que de sa stratégie. Il a perdu les européennes, il est en perte de pouvoir, il ne va pas pouvoir se représenter en 2027. Il a peur de ce qui va se passer dans les années qui viennent, et donc il se dit il faut que je reprenne la main sur les événements. Il ne pense à peu près qu'à lui. Sauf que, contrairement à Todd, je pense que c'est profitable au second corps du roi, c'est-à-dire au corps politique. Je crois ce corps politique-là, donc nous tous, on était en voie d'asphyxie. On n'en pouvait plus. Les Français le disaient, ça va péter, on ne peut pas tenir comme ça. On ne va pas nous dire que ces élections européennes, c'était qu'un machin européen, et puis que finalement, ça n'a pas de conséquences sur la vie de la nation. Bien évidemment que ça a une conséquence, bien évidemment que le vote des Français aux européennes était un signal envoyé à Emmanuel Macron, donc il devait en tirer les leçons. On sait comment ça se passe quand Emmanuel Macron remanie. Il n'a personne qui veut travailler pour lui. Donc il va toujours chercher un de ses conseillers ou un de ses anciens ministres qui était à une place ou à une autre, et puis il fait le jeu des chaises musicales. C'est intenable. Les Français n'en peuvent plus. Donc en vérité, il était un peu contraint. Et il a redonné de l'air. Regardez le moment qu'on vit. Moi, je ne suis pas alarmiste. Je suis ravi de ce qui est en train de se passer. La fracture chez LR, la recomposition factice à gauche, le centre qui est en train de s'épuiser, la fin de l'épisode macroniste où on commence à revoir surgir à nouveau et la droite et la gauche, avec un centre qui d'ailleurs n'est pas l'apanage d'Emmanuel Macron. Tout ce qu'a fait Emmanuel Macron, politiquement, c'est Bayrou qui l'a initié en 2002. Mais globalement, on pourrait même remonter à la fondation de l'UDF en 1976. Mais fondamentalement, on vit un moment de politique intense. On devrait plutôt s'en réjouir. Donc, contrairement à ce que dit Emmanuel Todd, non, je pense que c'était narcissique, mais ça a été profitable. Augustin. Alors bien sûr, les lignes bougent, mais à quoi s'attendre? Par exemple, dans Le déclin de l'Occident, Spengler appelle à agir pour le développement de notre civilisation en prenant conscience de notre déclin. Mais les Français semblent divisés dans les idéologies, dans les idées, à gauche et à droite. Est-ce qu'une cohabitation est possible, ou alors est-ce qu'il n'y a pas un risque de nous retrouver dans une situation semblable à la 4ème République, où en fait le Parlement serait
hyper instable et il n'y aurait aucune décision ferme qui serait prise. C'est bien d'avoir cité Spengler, merci, parce que c'est là que se place le débat, et pas ailleurs, au niveau de la civilisation et de l'Occident. Nous sommes pris, toutes les questions qu'on a entendues hier soir dans le débat sont des questions qui ont été traitées au niveau franco-français, qui en réalité sont des questions géopolitiques qui nous percutent de plein fouet, y compris le trou de la sécurité sociale. Enfin, je veux dire, le fait de ne pas avoir les moyens de créer de la richesse, ça vient d'où ? Ça vient du modèle de développement libéral de l'Occident. Il a mis en place un capitalisme mondialisé dont il a cru qu'on allait globalement tous jouer sur un jeu de concurrence pure et parfaite, et où chacun, avec des avantages comparatifs dans certains domaines, allait pouvoir tirer son épingle du jeu. La vérité, c'est que les Chinois et plus largement les Asiatiques, les Russes, l'Amérique du Sud, donc ce qu'on appelle les BRICS, sont entrés dans ce jeu-là. On en modifié les règles, on en tiré parti et nous ont appauvris. Parce qu'en vérité, le principe de la fin de l'histoire, c'est-à-dire de la victoire définitive des démocraties libérales, ce principe-là s'est effondré dans les années 90. Aujourd'hui, tous les gens que vous entendez parler sur les plateaux télé et qui vous disent « j'aime pas Mélenchon, j'aime pas Le Pen, j'aime pas Macron, j'aimerais, comme l'a dit d'ailleurs Étienne Gernel sur le plateau de Quotidien, j'aimerais une gauche d'avant Mélenchon, un centre d'avant Macron et puis une droite sans Le Pen », la vérité, c'est que ces gens-là, ils vivent encore dans les années 90. Ils vivent au moment où Fukuyama publie son bouquin sur la fin de l'histoire. Nous sommes passés, dans les années 2000, dans un nouveau monde. Ce 21e siècle n'est plus le 20e. Nous sommes sortis de là. Et donc, effectivement, la civilisation de l'Occident est en train de s'effondrer parce qu'elle est assaillie de toutes parts. Ça a un impact majeur sur la recomposition politique de notre pays, c'est que ça clive, beaucoup plus que ça l'a jamais été, ça clive les choix. On ne fait plus seulement des choix politiques pour régler des questions franco-françaises et donc avec des alliances possibles. On fait des choix civilisationnels. Ces choix-là sont en radicale opposition les uns avec les autres. La gauche et la droite, aujourd'hui, sont une extrême gauche et une extrême droite. Je récuse les termes, je les utilise uniquement parce que c'est pratique. Mais pour moi, il n'y a pas d'extrême dans le pays. Mais voilà, c'est juste pour bien comprendre qu'en vérité, parce qu'il y a une telle opposition entre Mélenchon et Le Pen, il n'y a pas d'accord possible, sauf momentané, et la politique politicienne empêchera ces accords-là. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que si on a une majorité introuvable, ça va être le bazar. Xavier Aimant. Oui, et dans un tel contexte, alors faisons un peu de politique fiction, cette décadence, ce déclin que vous évoquez, est-ce qu'un RN qui arriverait au pouvoir aurait les moyens de le freiner ? Est-ce que le RN peut peut faire ses choix civilisationnels que nous attendons pour redresser la barre, alors qu'il va se retrouver dans une situation très compliquée avec grosso modo à peu près tout le monde contre lui, à la fois sur le territoire national et surtout au niveau de l'Union européenne. Pensez-vous, question assez large, que le RN peut-il réussir ? La réponse est non, le RN ne peut pas réussir, le RN va échouer, et la réponse, j'allais dire la justification de cette prise de position, c'est que, en vérité, le jeu politique est un jeu où forcément on échoue. On ne peut jamais gagner. Le moment où on gagne et où tout va bien, où on a réglé les problèmes, ça s'appelle le royaume des cieux. Ça ne marche pas sur Terre. En vérité, la seule chose qu'on peut faire ici-bas, c'est apporter une autre pierre à l'édifice. Et par contre, le RN va faire ça. Le RN va réussir à combler une partie des lacunes que la social-démocratie, qui est la convergence de l'UMP et du PS, et plus largement de la gauche et de la droite du XXe siècle, elles ont convergé vers une forme de bourgeoisie modérée, social-démocrate, social-libérale. Eh bien, les lacunes de cette vision du monde vont être en partie comblées par le PS, et ça va faire du bien au pays. C'est-à-dire qu'ils vont voir enfin des responsables politiques qui vont oser repenser la notion de discrimination, par exemple. Dans notre monde macronisé,
On ne peut plus penser la notion de l'ennemi. On ne peut plus penser la différence avec l'autre. C'est plus possible, c'est plus autorisé. Vous ne pouvez plus faire ça. Le RN va casser ça. Ensuite, ils vont probablement transformer notre paysage médiatique. On est complètement phagocyté par la propagande du service public. C'est extrêmement difficile de s'en défaire. Le meilleur exemple, c'est probablement l'Ukraine. Voilà. La question russo-ukrainienne est, à mon avis, après la question du Covid, celle où la propagande du système a été la plus forte. On est tous persuadés que Poutine est un horrible monstre, probablement psychiatriquement défaillant, et on est tous persuadés que Zelensky est un héros. Or, la vérité politique n'est ni dans un camp, ni dans l'autre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le RN, en réalité, il ne va pas réussir à répondre aux attentes des Français, mais il va offrir quelque chose qui politiquement rompt avec ce qu'on a connu jusqu'ici et qui va permettre la recomposition des partis derrière lui. Et c'est cette recomposition-là, en opposition à ce que le RN va réussir pour la première fois de son histoire à mettre en place comme politique, qui va permettre à la démocratie de continuer d'avancer. Si on ne fait pas ça, la démocratie meurt. Malheureusement, cet entretien doit toucher à sa fin. Xavier Aimant et Frédéric Sinclair, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Et puis, comme il y a probablement beaucoup de bouleversements à venir, nous serons là pour les observer. Et avec vous, si vous le voulez bien, nous vous réinviterons. Merci d'avoir été parmi nous, Frédéric Sinclair. Merci. Et puis, depuis tôt ce matin, Merci. puisque je le rappelle, vous avez participé également à la table ronde et les auditeurs pourront la retrouver dès cet après-midi sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Et puis, merci à vous, Xavier Aimant, d'être notre journaliste partenaire du mercredi. Merci aussi à Augustin qui a mené cet entretien avec moi.